Nous allons parler aujourd'hui dans cette session de IntelliJ, l'IDE IntelliJ et d'un plugin qui s'appelle Database Navigator pour vous montrer la fonctionnalité de Autonomous Database qui s'appelle Select AI et qui permet on va voir comment l'allumer, cette fonctionnalité, dans un schéma, d'un exemple dans une Autonomous Database. Et puis, on va générer du SQL et générer du code JDBC pour exécuter ce SQL. Euh, Ça, ce sera ma première petite intro, un outil sympa, Select AI dans IntelliJ, à l'AI l'IA en Java. Ensuite, on va regarder un framework très utilisé pour faire de l'IA qui s'appelle LangChain et notamment la version pour Java de ce framework, donc LangChain 4J. Et on va regarder les possibilités qu'offre LangChain 4J, ce framework. On va regarder un flow complet de RAG en Java grâce à LangChain 4J avec un exemple. Et je vais en profiter pour vous montrer une fonctionnalité de Autonomous Database et des pilotes JDBC qui permettent de se connecter à une base Oracle en utilisant des tokens d'authentification générés par AAM dans le cloud Oracle. Donc, on n'aura pas besoin de configurer notre data source JDBC avec un mot de passe, par exemple. Et enfin, on regardera le modèle Context Protocol, MCP, euh, la façon, euh, les différentes solutions qu'on a pour écrire des serveurs MCP en Java. Euh, on commencera par parler de les concepts de MCP pour faire de l'IA agentic, donc dans des agents qui supportent MCP. Et puis on regardera un exemple d'un MCP serveur très simple, mais très efficace, à travers un exemple, un cas d'usage que j'ai considéré comme étant assez simple, donc qui se prêtait bien à cet exercice de démonstration, qui est une librairie d'analyse de log JDBC, euh, qui est un jar qui expose des informations dans un pot de Jo, et comment exposer ces fonctionnalités dans un MCP serveur. Voilà, alors je vais quitter rapidement les slides euh, pour... parce qu'on fait une présentation technique. Aujourd'hui, on va éviter de trop utiliser des slides et je vais passer à IntelliJ tout de suite. Alors, Victoria, est-ce que tu peux simplement, excuse-moi, juste confirmer qu'on voit bien mon IntelliJ? Normalement, ça doit être le Oui, cas. Ah, super, merci beaucoup. Alors, donc voilà ma fenêtre IntelliJ. Je voudrais vous montrer donc notre plugin qui s'appelle Database Navigator ici, qui a été développé par Dan Sioka. Vous le connaissez peut-être, peut-être même que vous l'utilisez. Il est très utilisé. Et Dan Sioka, donc l'a créé il y a déjà une dizaine d'années, mais il a rejoint Oracle, Dan, il y a maintenant presque 2 ans. Et donc, ayant rejoint Oracle, bien évidemment, il développe, plus- il ajoute plus de fonctionnalités spécifiques à Oracle dans ce plugin. Sachant que ce plugin fonctionne, je vous le montre tout de suite, il fonctionne avec... hop, d'ailleurs, je vais passer à un autre projet, IntelliJ, celui-là, ici. Il fonctionne avec des bases MySQL, Postgres, SQLite ou des customs, donc c'est-à-dire toute base de données qui supporte un driver JDBC. Euh, on peut supporter donc tout type de base de données à partir du moment où on a un driver JDBC. Mais là, on va regarder une connexion Oracle. Alors, excuse-moi Jean, on a un participant dans le chat qui souhaiterait que tu augmentes la taille du texte. Est-ce que tu pourrais faire ça? je peux faire ça et je peux même, en fait, je peux même partager. Je vais faire. Je pense que si je fais ça, ce sera beaucoup plus gros. Super, merci beaucoup Jean. Euh, Hop, donc je vais vous montrer. J'ai créé une connexion. J'en ai déjà créé une, mais on va regarder comment elle est. Alors, en fait, moi, je vais plutôt aller dans hop, ici, les settings. Euh,
Ah, sauf que les settings, si je fais ça, vous ne les voyez pas. Hop, alors je vais juste partager la fenêtre des settings. Je la... Voilà, donc voilà les settings d'une connexion dans Database Navigator. C'est la première chose qu'on doit faire pour utiliser ce plugin, c'est évidemment créer une connexion à une base de données. Et donc, j'utilise une Autonomous Database qui est à Paris. Ici, j'ai choisi le config type, j'ai choisi custom parce que je veux écrire moi-même mon URL JDBC. Donc, c'est JDBC, l'URL classique JDBC, JDBC, Oracle Thin. Et là, j'utilise la version Easy Connect Plus, l'URL le format de connection string Oracle qui s'appelle Easy Connect Plus, donc qui ressemble à une URL type web avec d'abord le protocole TCP/S, un nom de machine, le port 1521. Ici, j'utilise pas de wallet, donc je fais pas du MTLS, je fais du single TLS, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de configurer un wallet du côté du client. Et j'ai mon service ici. Et là, la particularité, c'est que j'utilise token pour l'authentification et aussi à interactive. Et ce que ça fait, ça, c'est que quand je crée une connexion, ça va ouvrir une fenêtre de browser. Alors, comme je ne partage pas tout mon desktop, là, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, pour avoir voilà, une fenêtre de browser qui s'ouvre automatiquement dans Chrome. Alors là, je sais aucun de ces tenancy. Voilà le tenancy que j'utilise. Hop, et je me connecte en tant que moi-même, Jean Navarenne, et j'ai Authorization Completed, et ce qui me permet, je reviens à IntelliJ. Là, ici, j'ai Connection Successful. Merveilleux. Voilà, donc je vais revenir à la fenêtre principale de IntelliJ, ici. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer cette façon de s'authentifier en utilisant donc des tokens. Alors, maintenant, IntelliJ, c'est un peu comme SQL Developer, pour ceux qui connaissent SQL Developer. Là, le but, c'est d'avoir un environnement de type SQL Developer dans votre environnement de développement Java. Donc, on n'a pas besoin de passer de l'un à l'autre. On retrouve les fonctionnalités classiques auxquelles on peut s'attendre. Donc, on peut naviguer dans son schéma. On peut voir ses tables. Donc là, moi, je suis un utilisateur HR. Je vois mes tables. Je vois des vues, je vois mes procédures stockées PLSQL. On aura bientôt, alors ça c'est pas encore release, mais c'est pas encore sorti, mais je vous en parle parce que c'est imminent. On va bientôt aussi pouvoir, à travers ce plugin, déployer nos procédures stockées Java dans Autonomous Database, les voir une fois qu'elles sont déployées et même les débugger directement depuis IntelliJ. Ce sera dans notre prochaine version d'IntelliJ du plugin qui va sortir dans à peu près un mois. Mais là, ce que je voudrais vous montrer, c'est une autre fonctionnalité qui est Select AI. Alors, on a un banner qui s'affiche normalement ici. Là, il ne s'affiche pas parce que j'ai déjà configuré, mais on a un petit banner qui s'ouvre euh, et qui vous montre, alors, je vais déjà préparer un petit exemple, mais hop, ça, je vais le sauvegarder. Voilà. Ça ouvre une petite fenêtre avec notre Database Assistant qui vous permet alors, zut, je ne sais pas si en fait avec cette technique-là, vous voyez toutes les fenêtres, donc je vais être obligé de repasser comme ça, juste pour pouvoir vous montrer. Je reviendrai après sur la version plus grosse. Euh, mais ici, on a on a développé une interface utilisateur qui vous permet de gérer vos credentials
Parce que pour faire du Select AI, vous devez d'abord donner euh, vos identifiants ou vos tokens ou vos API keys pour se connecter à un LLM. En l'occurrence, ici, j'utilise OpenAI. Et donc, vous pouvez, à travers cette interface utilisateur, configurer vos credentials pour votre LLM. Et une fois que vous avez créé un credentials, on crée un profil. Et la particularité, c'est que une fois que vous créez, donc je vais en créer un autre, par exemple, profil de, tac, ici, vous pouvez choisir les tables et les vues qui seront concernées par votre usage de Select AI. Donc, par exemple, si vous avez des tables avec des données extrêmement confidentielles et que vous ne voulez pas les exposer, eh bien, vous pouvez ne pas les exposer au LLM. Là, en l'occurrence, je choisis cette table-là et on crée un profil dans la base de données. Le profil lui-même est dans la base de données. Je vais supprimer, hop, ici. Are you sure you want to delete? Yes. Ah, il veut pas delete. Bon, c'est pas grave, je vais faire. Voilà, et puis je vais revenir maintenant à la fenêtre un peu plus grosse. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Select AI? On peut, par exemple, lui demander de générer du SQL. Donc, ce sera, par exemple, on va commencer par quelque chose de très simple, qui serait generate the select query that returns all the employees. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser OpenAI, parce qu'en l'occurrence, moi, j'utilise OpenAI ici. On donne accès à OpenAI à notre schéma. Et de cette façon, on a OpenAI qui est capable de générer la bonne requête qui fonctionne dans notre schéma. Parce que si je vais ici, vous verrez que dans mon schéma HR, j'ai bien une vue, ou une table plutôt, employee, avec donc ces colonnes employee ID, first name, last name, etc. Bon, ça c'est très bien, c'est facile. On peut aussi lui demander de nous expliquer une requête. Là, en l'occurrence, c'est un exemple extrêmement simple, donc on va avoir une explication très simple. Euh, mais donc, on a un petit laïus qui nous explique que on va utiliser un alias d'une table pour la rendre plus facilement accessible. Et puis, euh, on a une explication sur notre select avec le from et les listes des colonnes que nous avons ajoutées dans notre select. Parfait. Alors, narrate, c'est une autre. Alors là, cette fois, je vais utiliser la requête que j'avais préparée juste avant notre petite présentation. Je vais lui demander quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je vais lui dire, donne-moi tous les employés qui travaillent à Seattle et leur historique de job. Parce que si on regarde dans nos tables, on a des employés, on a des jobs, on a des job history et on a, de façon très classique, on a un department ID ce department ID, lui, nous permet de savoir dans quelle ville, location ID même, et dans quelle ville on travaille. Il faut aller regarder ça dans location ID. Donc là, on imagine que pour retrouver les employés qui travaillent à Seattle, il va falloir faire des joins de location, euh, de department, de employee, et puis après un join sur leur job history. Donc là, on fait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Euh, on va d'abord, on va d'abord voir à quoi ressemble la requête dans ShowSQL. Voilà, donc on voit bien les joins dans Employees, Department, Location, Job History. Très bien. Mais on va cette fois aller dans Narrate. Et là, Narrate, c'est encore quelque chose d'autre parce que non seulement je vais générer le SQL, mais en plus, vous allez voir, ça l'exécute et ça formate la réponse euh, de façon à la rendre à peu près lisible. Donc on voit que ici, Yang Nina, avec son email et son numéro de téléphone, a été embauchée le 21 septembre 2015. Elle a travaillé comme
comptable. Voilà, on a tout son historique de travail et tout ça, ce sont des gens qui travaillent à Seattle. Voilà, donc je ne vais pas insister trop là-dessus parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de Java, mais c'était l'occasion pour moi de vous montrer le travail que nous avons fait dans l'équipe Oracle JDBC qui est responsable de ce plugin pour supporter Select AI dans IntelliJ. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va parler de LangChain4j. Pour cela, je vais revenir très rapidement sur mes slides, juste pour euh, juste rapidement pour qu'on soit bien sûr de parler de la même chose. Alors, on va faire du RAG. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du RAG? C'est parce que les LLM ont typiquement deux limites, qui sont que ce sont des modèles de langage naturel qui ont été entraînés jusqu'à une certaine date. On a arrêté la date, donc ils sont forcément pas à jour, ils sont jamais à jour. Et les modèles gratuits sont souvent même à jour il y a peut-être plusieurs années. Et puis, ces modèles ne sont pas entraînés sur vos données de l'entreprise, évidemment, parce que ce sont des données qui ne sont pas publiques. Alors, comment est-ce qu'on peut donner ces données comment on peut augmenter le savoir-faire de ces LLM avec vos données? Eh ben, c'est le but de RAG. Donc, la première chose, c'est que on va transformer vos données en des vecteurs. On va stocker ces vecteurs dans des bases de données vectorielles. Donc, bien évidemment, je vais vous parler ici de Autonomous Database. Et après, on va faire des requêtes de type Similarity Search dans cette base de données vectorielle pour retrouver les données qui sont les plus pertinentes en lien avec la question que vous avez posée et renvoyer ça à votre LLM pour que le LLM soit capable de répondre à la question que vous avez posée. Et c'est dans ce cas d'usage-là que LangChain4j offre un framework extrêmement puissant et simple à utiliser. Donc nous allons nous pencher sur LangChain4j. Alors la première étape, comme je l'ai dit, consiste à indexer vos données. Alors vos données, on imagine que ce sont des documents, et ces documents-là, en général, il faut les couper en morceaux, qu'on appelle des segments plus petits. Euh, des segments, par exemple, ça peut être 300 caractères. Ces segments-là, on les fait passer dans une moulinette qui s'appelle un embedding model. Dans ma démo, là, je vais utiliser un modèle qui tourne en local, qui est en Java et qui est fourni par LangChain4j, qui est basé sur MiniLM. Euh, Ce modèle transforme mes segments en des embeddings qui sont mes vecteurs, et ces vecteurs-là, ensuite, je les stocke dans la base de données Oracle. C'est cette partie-là, pour cette partie-là, Oracle a développé un connecteur pour la base Oracle dans LangChain4j. Ça fait partie des intégrations que les fournisseurs de bases de données vectorielles font pour LangChain4j, et Oracle l'a bien évidemment fait. J'en parle parce que c'est mon équipe qui s'est occupée de faire ça. Et la deuxième étape, c'est une fois que vous avez votre question, cette question-là, il faut également la faire passer dans la moulinette du embedding model qui va transformer votre question en un embedding, donc en un vecteur. Une fois que vous avez votre vecteur, on va faire une recherche dans la base de données vectorielle pour retrouver les vecteurs qui sont les plus proches du vecteur de votre question. Ça nous renvoie les segments qui sont en lien avec la question que vous avez posée. Puis, on envoie la question et les segments qu'on a retrouvés dans la base de données à notre LLM qui ensuite nous fournit une jolie réponse. Alors, avant de vous montrer le code, je vais vous montrer la démo parce que ce sera plus simple après de comprendre le code. Donc, la démo, c'est une démo assez simple. Hop, je vais juste la retrouver. Ici, je la démarre, la démo. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, je démarre la démo. On va regarder après le code, mais la démo va me permettre de vous montrer de quoi on parle.
Voilà. Alors, la partie UI, vous pouvez, euh, vous pouvez l'ignorer, hein, parce que il y a pas aucun intérêt particulier à la UI, donc ce qui tourne dans le browser. C'était juste pour éviter, j'ai fait une UI très très simple pour éviter de faire des appels curl, hein. Mais donc il y a neuf API REST, hein, que j'appelle là ici. La première, c'est on va poser une question très simple à un LLM. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas connecté à mon LLM. Ça ne reste pas marcher. Voilà. Euh, Mon LLM, c'est un LLM gratuit, Tiny Llama, qui tourne sur un Docker, qui est basé donc sur Tiny Llama Chat Language Model, qui est basé sur Ollama. Et donc, c'est un modèle qui a été entraîné, je crois, sur des données qui ont plus de 2 ans d'âge. Et c'est un modèle gratuit, mais qui est capable de répondre à des questions simples. Et on va voir dans LangChain4j comment s'intégrer avec un LLM. Donc là, je pose la question Who painted the Mona Lisa, qui a peint la Joconde, et le LLM est capable de me dire que c'est Léonard de Vinci. Donc on va voir dans le code comment faire une question très simple comme ça. Ensuite, on regardera une question un tout petit peu plus compliquée. Donc c'est la démo 2 qui est c'est la même question, mais on demande au LLM, grâce à LongChain4j, on demande une réponse un peu plus détaillée. Donc là, le LLM, grâce à ses habits qu'on va voir à nouveau, qui sont très simples, est capable de nous renvoyer une réponse un peu plus détaillée. Très bien. Ensuite, on peut également, avec LangChain4j, donner du contexte. Donc là, c'est la démo 3 qu'on va voir. Et là, la question, c'est Where can you see this painting? Donc, on est bien obligé on est obligé de donner du contexte à cette question, sinon le LLM n'est pas capable de savoir de quel painting il s'agit, de quel tableau il s'agit. Et donc là, voilà, on a pu donner du contexte. Jusqu'à présent, on n'avait pas fait de RAG, hein. Là, c'était simplement dans LangChain4j comment utiliser un LLM. Après, on va voir comment créer des embeddings et les mettre dans une base de données vectorielle. Donc là, on a créé quelques vecteurs qui sont des vecteurs qui concernent des fruits. Euh, on- une fois qu'on pose la question sur des fruits, on a notre réponse des bananes, des strawberries et des pommes. On va regarder les vecteurs ici qui sont, euh, c'est pas ça. Les vecteurs qui sont dans la base de données. Donc on va voir que dans notre base de données, on a créé des bananes enfin on a créé un mot banane avec 100 vecteurs. Euh, et puis d'ailleurs, ça me permet de vous montrer à nouveau mon euh, plugin IntelliJ, parce que Euh, hop, son table, là, hop, là, je vais un petit peu me balader. Euh, quand on fait du LangChain4j, il y a une table qui s'appelle Profile Oracle qui est créée. Et c'est là que les vecteurs, c'est là que le framework LangChain4j, c'est dans cette table que le framework va créer nos vecteurs. Et donc, il y a un identifiant, un embedding. Donc, le embedding, c'est notre vecteur, c'est un tableau de double ici. On a le contenu computer. Ah, pourquoi j'ai mis computer? Voilà, mais là on a pomme, on doit avoir banane, strawberry, pizza. Ah oui, non, c'est ça, parce que j'ai mis d'autres choses que des fruits. Euh, mais il y a la réponse justement euh, renvoie que des fruits. Et alors je reviens juste à la démo. Donc on a nos vecteurs, démo 6, démo 7. Cette fois, on va faire autre chose. On va faire du RAG là un peu plus sophistiqué. On va poser une question. J'ai pris. On pose la question à un LLM qui est combien y a-t-il d'employés dans la société Obacle aux États-Unis en 2023? Obacle étant une entreprise qui n'existe pas, le LLM est incapable de répondre à mes questions. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dernier bilan fiscal d'Oracle de l'année dernière. Je l'ai transformé en des vecteurs que j'ai mis dans la base Oracle, et mais avant ça, j'ai changé le mot Oracle en Oracle parce que sinon le LLM connaissait la société Oracle. Et donc,
On avait des résultats faussés. Donc, mais j'ai changé pas, j'ai fait simplement, voilà, j'ai fait un remplacement de texte en Oracle est devenu Oracle. Et maintenant, quand je pose la question au LLM, il est capable de répondre. Alors, non, parce que là, je ne l'ai pas encore fait. Je fais l'insertion de mes vecteurs dans la base Oracle. Là, ça prend un peu plus de temps parce que c'est un document beaucoup plus gros. Il faut le transformer en vecteur, puis faire les insertions dans la base Oracle. Et une fois que ceci est fait, eh bien, nous avons une réponse beaucoup plus pertinente. 159 000 employés full-time le 31 mai 2024. Donc, c'est bien la clôture de notre exercice. En 2024, il y avait bien 159 000 employés. Voilà, donc c'est une démo, vous voyez, très, très simple. Maintenant, on va regarder le code. Alors, LangChain4j, il y a plusieurs choses. Donc, c'est un framework très complet. D'ailleurs, je vous encourage avant toute chose, si vous voulez utiliser ce framework, à aller sur la page de documentation de LangChain4j que vous voyez ici, parce qu'il y a une documentation extrêmement complète avec des tas d'exemples et d'ailleurs, la LangChain4j vient de release la première version production 1.0.0, qui est la release date de la semaine dernière. Là, on est vraiment sur un événement majeur pour LangChain4j, parce que LangChain4j, ça fait un petit moment que on essaie de réaliser euh, une version production. Donc, c'est fait. Et donc, la documentation elle est très bien faite, je vous encourage à aller la voir. Mais nous, on va regarder comment quelles sont les étapes pour faire toutes les choses là que je vous ai montrées. D'abord, on a vu qu'il fallait qu'on s'intègre avec un LLM pour faire du chat. Alors là, je vais peut-être partager IntelliJ à nouveau. Hop, comme ça, ce sera plus gros, j'espère. Euh, et alors, comment on s'intègre avec un chat? J'utilise des annotations Spring ici, mais on utilise le profil Oracle, donc c'est cette partie-là. L'intégration avec un chat consiste à d'abord définir, créer un chat modèle. L'API, c'est le chat modèle. Pour ce faire, je vais d'ailleurs plutôt vous montrer cette classe ici. Donc la première démo que vous avez vue, c'était Who painted the Mona Lisa? La question est hard-codée là dans le code. Étant dur dans le code. Et donc, on a une string. On commence par transformer cette string en un user message, qui est une classe LangChain4j. Ensuite, il nous faut un chat modèle. Et ce chat modèle, c'est celui qui est défini là, ici, avec Olama, comme on va le voir. Et sur ce chat modèle, on appelle chat avec notre user message. Et quand on appelle AI message, c'est le round trip au LLM. On récupère une réponse qu'on transforme en texte. Et cette partie-là, c'est simplement la partie retour pour ma petite page web. Donc ça n'a pas d'intérêt. Cette partie-là, on peut ignorer. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que s'intégrer avec un LLM, avec LangChain4j, c'est l'affaire de deux messages, enfin de deux lignes de code, pardon, avec une petite configuration qui est ici. Donc il y a plusieurs chat modèles qui sont fournis dans LangChain4j. Moi, j'utilise Olama. Je définis l'URL de mon Olama qui tourne là sur ce port-là en local. C'est le modèle TinyLama. J'ai allumé les logs. Et d'ailleurs, si on regarde dans les logs, euh, on doit voir les échanges avec Olama. Bon, on va le revoir après. Euh, Ça, c'est l'intégration, c'était la toute première démo, là, très très simple, qui a peint la Joconde. Ensuite, j'ai demandé une question, j'ai posé une question qui était, euh, voilà, avec du contexte, system message. C'est la même API chat qui prend cette fois en plus un system message pour lui donner du contexte. Donc c'est ce contexte-là. Donc là, à nouveau, hein, le but de vous montrer ce code-là, le but, c'est de vous montrer que c'est extrêmement simple d'utiliser l'API chat de LangChain4j avec du contexte. Voilà,
on a en plus de ça ici dans la troisième démo que vous avez vue qui était où est-ce que je peux voir ce tableau, il fallait que le LLM comprenne qu'on parlait bien de la Joconde. Et pour ce faire, on a une API qui s'appelle Chat Memory. Ici, je lui dis que je veux un maximum de 20 messages d'historique. Et on a une chaîne de conversation que l'on crée sur notre chat modèle. Voilà, une fois qu'on a notre chaîne, on peut exécuter la question. Là, à nouveau, vous voyez que c'est vraiment très très simple. Ensuite, jusqu'à présent, on n'avait pas parlé de vecteurs, on n'avait même pas, à la limite, parlé de base Oracle. Maintenant, on parle de vecteurs. Alors, j'ai ces chaînes de caractères-là, banane, ordinateur, pomme, pizza, fraise et échec, jeu d'échecs. Et donc, je veux les transformer en vecteurs. Là, on est obligé de passer par un embedding model. C'est un autre embedding model. Donc, dans la configuration, on choisit ici, est-ce que c'est celui que j'utilise? Oui, c'est celui-là. On utilise un embedding model. Alors là, moi, j'utilise le All Mini LM L6V2 avec lequel vous avez certainement joué si vous vous êtes amusé à faire des embedding models, qui est probablement un de ceux qui sont les plus répandus. Celui-là, il a la particularité dans LangChain4j d'être en Java. Donc là, on n'a rien à faire dans LangChain4j à partir du moment où on a nos bonnes dépendances, eh bien, ça fonctionne directement. Je vous montrerai mon POM file après. Et donc ici, j'ai défini une liste de strings. Je peux passer cette liste de strings dans mon embedding model qui va me donner des embeddings, autrement dit des vecteurs. Et après, ces vecteurs, je les envoie dans mon embedding store. Qu'est-ce que c'est que mon embedding store? C'est la partie que l'équipe Oracle donc, a développée et euh, comme je ne suis pas sur le VPN, j'ai plein de petites erreurs, euh, qui s'occupe de faire les inserts dans la base Oracle de nos vecteurs. Si je reviens, alors vous n'allez pas le voir là, mais je vais juste réexécuter la démo pour qu'on voit dans les logs. euh, Simple Data Ingestion, là. On doit voir apparaître dans les logs ici nos inserts. Hop, 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 je descends. Voilà, donc on a nos inserts qui sont créés automatiquement dans la table Profile Oracle avec nos embeddings. Et ça, c'est fait par le connecteur Oracle pour LangChain4j. Il suffit de configurer ce connecteur avec une data source euh, et un embedding model. Et puis après, on lui donne l'option de Create or Replace pour qu'il crée la table et écrase les vecteurs qui ont le même identifiant. J'en profite là, c'est vraiment un peu de la triche parce que c'est pas le sujet, mais j'en profite pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité des drivers JDBC dans 23 AI que je vous encourage à regarder, qui est les configuration providers. Ici, j'utilise, vous voyez que j'ai une URL JDBC qui n'est pas classique, j'ai pas un port de point slash slash le hostname. Non, j'ai config file et je pointe vers un fichier JSON. Donc ça, c'est nouveau. Et mon fichier JSON, il est dans mes ressources. Je vais vous le montrer ici. Donc c'est un JSON avec une connect descriptor. Donc ça, c'est bien l'URL de mon Autonomous Database. Euh, et j'ai un objet JDBC parce que ce même fichier JSON pourrait être utilisé par d'autres clients. Tous les clients Oracle, hein, que ce soit .NET, C, Python, supportent ce nouveau fichier JSON de configuration. Et donc là, j'ai mes propriétés JDBC, j'ai un read timeout à 2000, j'ai default throw prefetch à 20 et j'ai autocommit. Et là, j'ai en plus de ça, je dis au driver que je veux m'authentifier en utilisant des tokens. Et cette fois, il va utiliser des API keys que j'ai configurés dans mon profil OCI. Voilà. Je vais tout de suite faire l'aparté et vous montrer mon POM file.
Euh, J'utilise le driver 23.8, qui est donc le tout dernier release update qui date d'avril 2025. Et j'utilise les extensions JDBC 1.04. C'est pas la toute dernière version parce qu'on a fait une release hier, mais j'ai pas mis à jour dans mon projet. Et là, en revanche, j'utilise la toute dernière version de LangChain, la première version production 1.00. Donc ça, c'est formidable parce que ça y est, on a une version production. Donc, j'ai mon Log4j BOM ici. Euh, j'ai des dépendances sur Spring Framework, Starter Web et Mustache, c'est pour ma petite interface utilisateur dans le browser. Euh, Ce que je voulais vous montrer en particulier, c'était que si vous utilisez le embedding all-mini LM L6V2 ici comme artefact, vous aurez la possibilité d'utiliser la classe de embedding là, que j'utilise tout en local. Euh, Avec Olama et Quadrant. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça, parce que je ne l'utilise pas. Ce que j'utilise en revanche, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est le connecteur Oracle pour LangChain4j. J'ai exclu le driver OJDBC 8 parce que j'ai voulu utiliser le mien à moi. Et puis, qui est ici. Voilà. Donc ça c'est l'artefact nécessaire pour connecter LangChain4j à une base Oracle. Et puis là maintenant, ce sont mes providers parce que j'utilise le provider pour OCI qui me permet de récupérer les tokens d'authentification depuis AIM dans OCI euh, et OpenTelemetry que je n'utilise pas. Voilà mon POM file. J'en reviens à mon contrôleur pour avancer un petit peu. Donc là, mon Embedding Store permet de stocker ces vecteurs dans la base Oracle. Et après, je fais une requête pour faire du similarity search. Là, à nouveau, la question, la question, il faut la faire passer par la moulinette embedding model. Hein. Donc, je récupère un embedding pour ma question. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'API embedding search request qui va récupérer les embeddings les plus proches. Donc là l'API est vraiment, est vraiment simple. On lui dit, je veux récupérer les trois vecteurs les plus proches. Et c'est comme ça qu'on crée une embedding search request que l'on passe après à notre embedding store à la méthode search, qui va nous renvoyer donc les trois vecteurs les plus proches. Ces vecteurs-là, on les récupère relevant. euh, Si, voilà, donc pour ces trois vecteurs les plus proches, on utilise notre API Stream merveilleuse et on envoie ceci comme une collection à notre LLM. Euh, voilà, donc toute la partie, le slide que je vous avais montré avec les différentes étapes, là, ça tient, ça pourrait paraître assez complexe, mais ça tient allez, on a combien de lignes de code là? On a 10 lignes de code pour faire tout ça. Grâce à ce framework, LangChain4j, donc là, je fais la publicité parce que c'est un très bon framework. Euh, la partie un petit peu plus compliquée, alors, on va passer tout de suite à la partie plus compliquée avec le résultat là, de Obacle. Là, la seule chose qui change, c'est qu'on utilise un splitter. D'abord, c'était un document HTML, donc l'API, le framework LangChain4j nous permet de le transformer en texte très facilement. Et en plus de ça, on utilise un splitter, là également de façon très simple. Je lui dis que je veux des segments de 300 caractères avec un overlap de 30 caractères. Je lui définis mon embedding model et mon embedding store. Donc mon embedding model, c'est simplement pour transformer mon, mes segments en vecteurs et mon embedding store, c'est pour dire où les stocker ces vecteurs. Donc ça, c'est dans la base Oracle. Et un appel à ingest et le tour est joué. Et enfin, la question RAG, cette fois. Donc ça, c'était la dernière démo, là, 8. Combien il y a d'employés chez Obacle en 2023? Eh bien, là encore, la façon de faire ça, c'est très simple, à travers un embedding store content retriever. Toutes ces
toutes ces classes-là sont extrêmement bien documentées dans LangChain4j. On lui donne un embedding store, un embedding model, on lui donne trois résultats, et une fois qu'on a ça, on s'adresse à notre chat, notre API de chat que on utilise depuis le début. On lui pose la question et il nous renvoie la réponse en faisant du RAG. Voilà, donc ça, c'est comment faire du RAG assez facilement avec LangChain4j et la base Oracle comme vector store. Je vais éteindre cette base de données-là et on va passer au sujet d'après parce que je vois que l'heure tourne. Le sujet d'après, c'est MCP. Alors, MCP, c'est un... Hop, où est-ce qu'il est? Slide. Je partage ici. Voilà. Euh, MCP répond un petit peu au même. C'est une autre solution au même problème. Le problème étant, donc je le rappelle, de donner des capacités à votre LLM, notamment d'accéder à des données qui ne seraient pas publiques. Euh, mais on va voir que MCP permet bien d'autres choses. Alors, pour pouvoir parler, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde concernant le vocabulaire, je vais vous montrer quelques slides qui expliquent ce qu'est MCP, Model Complex Protocol. Euh, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez un host, un MCP client et un MCP server. Le host, c'est par exemple Claude Desktop, c'est votre agent IA. Et c'est sur ce host que tourne le MCP client qui va parler au MCP serveur. Et le MCP serveur, c'est celui qui apporte de la fonctionnalité. Les fonctionnalités justement, de ce MCP serveur, il y a trois types de fonctionnalités, des ressources, des tools et des prompts. Les ressources, c'est par exemple c'est vos données. Euh, L'accès à vos données dans la base de données, c'est l'accès à vos fichiers sur votre file system, votre code source, par exemple, ou des fichiers de log, comme on va le voir dans la démo, des screenshots, des images, etc. Les tools, c'est des actions. Donc, c'est par exemple envoyer un email ou faire un calcul. Et puis, les prompts, c'est donc une fonctionnalité de MCP qui vous permet de développer des librairies de prompts configurables et réutilisables. Alors, si on regarde un peu plus en détail, les ressources, moi j'ai dit, c'est par exemple du contenu dans le file system, des bases de données ou des API, des réponses d'API, ou des streams de data en live, ou des screenshots, des images, des vidéos, des fichiers de log. La façon dont vous décrivez une ressource, c'est toujours un protocole, c'est le format URI classique, et c'est texte ou binaire. Les tools un peu plus intéressants, c'est enfin plus intéressants. Sans les ressources, on ne peut rien faire. Avec les ressources, on peut développer des tools qui qui apportent de la fonctionnalité et qui permettent à l'agent de faire des choses. Parce que sans tools, on arrive assez rapidement aux limites d'un agent d'IA qui, on se rend compte qu'il est incapable de faire les choses pour vous. Il vous donne des réponses, il donne des réponses à vos questions, mais il n'agit pas. Grâce aux tools, votre IA, vous donnez de la puissance à votre IA, elle est capable d'agir. Donc j'ai donné l'exemple d'envoyer un email, mais ça peut être euh, plein d'autres choses. Ce qui est important quand vous développez vos tools, c'est qu'il faut qu'ils soient il faut qu'ils soient découvrables, on puisse les invoquer, il faut qu'ils soient flexibles. Et la meilleure façon de développer des tools, c'est de leur donner une description très précise de façon à ce que l'LM comprenne qu'il doit utiliser votre tool, mais ça, on va le voir dans l'exemple. Et puis les prompts, donc les prompts, je vous l'ai dit, voilà, le MCP permet de développer des librairies de prompts, ça peut être très intéressant pour vos clients, même pour vous. Euh, et vous rendez des prompts. Ça permet de transformer des prompts en une bibliothèque de produits. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on utilise MCP avec avec un tool? Donc, comme on va le voir dans la démo, on a un client qui pose une question à Claude. Claude analyse, j'utilise Claude là, dans l'exemple, mais en fait, on pourrait utiliser d'autres agents IA. Claude utilise les tools qui lui sont disponibles et il décide d'en utiliser un en fonction de la description de ces tools. Il a remarqué qu'il y avait un lien. Euh,
il va envoyer donc la, il va utiliser ce tools avec ce MCP server, récupérer les résultats de ce serveur, de ce MCP serveur, et envoyer les résultats au LLM, Claude, qui va ensuite générer une réponse. Voilà, ça c'est le principe de base. Alors on va le voir ensemble tout de suite dans un exemple. Euh, on va passer donc à l'autre démo. Mon exemple utilise une librairie, un jar qui permet de analyser des logs JDBC. Et je vais vous montrer avant tout ce qu'est cette librairie. Euh, hop, ça, je vais augmenter la taille parce que là, ça risque d'être petit. Hop, ici. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que c'est que cette librairie et après, vous allez comprendre vraiment l'intérêt d'utiliser un MCP serveur. Donc, hop, je vais aller. euh, je vais utiliser G-Shell et je vais vous montrer grâce à G-Shell, c'est l'occasion pour moi d'utiliser G-Shell, ce que fait cette librairie. Donc, j'utilise G-Shell avec un class pass et je lui donne le pass vers cette librairie. Cette librairie n'est pas publique, c'est quelque chose qu'on utilise en interne. Cette librairie a un JDBC log que j'importe. Et puis, cette librairie est capable de lire le contenu d'un fichier de log. Donc ça, c'est un fichier de log JDBC Oracle. Et après, j'ai des API comme par exemple getStats. Je peux appeler getStats et ça me renvoie. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça renvoie un POJO, donc c'est un tableau avec un nombre d'erreurs, des queries, le nombre de queries, les round trips, euh, des informations sur le réseau, des statistiques sur le réseau. Je peux aussi récupérer en appelant getQueries toutes les requêtes qui apparaissent dans ce fichier log. Très bien. Donc là, on se rend compte qu'on a une librairie qui est vraiment très bas niveau euh, et qui est pas forcément très simple à utiliser directement. Et alors, on va voir, je vais tout de suite vous montrer la démo de Claude, comme ça, euh, on va aller droit au but et vous aurez petit effet wow effect, je l'espère. Et après, je vous montre comment c'est fait grâce à un MCP server. Donc, on va, on va créer un nouveau chat et on va lui dire analyze. Oops. Analyze the JDBC logs from this file. Et je lui donne mon fichier de log qui était ici. Alors, est-ce que j'ai bien une connexion réseau? Si c'est trop lent, je vous montre le chat précédent. Ok. Alors là, il faut comprendre. euh, J'atteins les limites de mon plan gratuit de Claude. Mais ce que j'avais fait juste avant cette réunion pour vérifier que ça marchait, c'était Get Statistics from JDBC Log. Je n'ai pas posé exactement la question de la même manière, mais j'avais donné accès à mon fichier de log et il avait compris qu'il fallait qu'il utilise mon MCP server GetStats et il m'a généré une réponse qui est beaucoup plus belle que celle que mon, voilà, mon API. Elle envoie un truc très très basique. Euh, Là, le LLM est capable d'abord, il groupe les choses ensemble. Il est capable de grouper total query, total round trips, et il se rend compte qu'il y a des choses qui sont liées à des data transferts qu'il groupe ensemble. Et après, je lui ai dit produce a complete report about this file. Et là, il m'a fait un rapport complet sur les performance metrics. Il dit qu'il y a 17 SQL queries qui ont été exécutées, 80 round trips. Euh, il a groupé les erreurs. Il y a 57% des erreurs qui sont liées à cette erreur-là, 12514, service not registered. Euh,
il remarque que les opérations sont user creation with extensive privilege, il y a des directory management. Bon, donc là, ce qu'on voit, c'est que le LLM, la puissance du LLM est spectaculaire parce que à partir d'une librairie qui renvoie simplement de la donnée très factuelle euh, dans un pot de JSON, et on va voir pourquoi c'est transformé en JSON après, le LLM est capable de générer une réponse très pertinente, groupant en utilisant en plus des données très factuelles. Donc là, il n'y a pas d'hallucination possible. C'est ça qui est aussi hyper intéressant. Et en plus, avec un peu d'intelligence, parce que il a fait ça, c'est assez intelligent la façon dont il a groupé les informations pour les rendre plus pertinentes et plus lisibles. Voilà, donc là, on a utilisé la puissance d'un LLM Claude euh, avec des ressources à nous et une librairie à nous. Et notre petite librairie, qui était a priori pas forcément hyper intéressante, on la rend hyper intéressante. Donc je vais vous montrer comment on a fait ça, parce que c'est aussi intéressant de voir à quel point c'est simple. Euh, donc voilà le code. Et j'utilise, alors il y a deux façons de créer des MCP serveurs en Java. Ou bien on utilise le SDK de MCP pour Java, qui est assez bas niveau, ou bien on utilise Spring AI. Donc là, j'ai choisi d'utiliser Spring parce que c'était beaucoup plus simple. Et quand on utilise Spring AI, il y a finalement il y a un service à créer avec voilà, le code, c'est ça, hein. C'est vraiment, c'est incroyablement court. On utilise des annotations. Donc, j'utilise la notation tool parce que ici, je n'ai pas créé de ressources ni de prompt. J'ai créé que des tools. Trois tools, en l'occurrence. Get stats. Alors, ce qui est important, c'est de donner une description euh, suffisamment précise pour que l'élève comprenne qu'il doit utiliser votre tool. Donc là, j'avais ma petite API GetStats, on a vu, qui renvoyait notre tableau là. Je l'ai décrit comme étant Get statistics from an Oracle JDBC 10 log file. These statistics include error counts, sent and received packets, and number of bytes received and produced. Donc c'est très précis, ça renvoie en anglais exactement ce que fait cette API. Et grâce à ça, le LLM est capable, Claude est capable de comprendre euh, qu'il doit utiliser ce tools. Alors, je vous montre, euh, quand on utilise Spring AI, on a un POM file hein, il y a un bootstrap là, qui est très simple. Donc, on arrive très très facilement avec Maven à construire un coup de install. Ça nous crée notre jar ici. Là, ici, là. Tac. Et une fois qu'on a ce jar-là, il faut quand même dire à Claude comment l'utiliser. Donc, ça, c'est la configuration spéciale, spécifique à Claude. Mais on a ce fichier Claude Desktop Config dans lequel euh, euh, on peut enregistrer des MCP serveurs. Donc, celui-là, le Log Analyzer MCP Server, c'est celui que je viens de vous montrer. Easy Connect MCP Server, c'est un autre MCP Server que je vais peut-être avoir le temps de vous montrer, mais peut-être pas. Et si je retourne dans Claude, on voit que les MCP serveurs sont bien enregistrés. Hop, ici, on voit dans le Search and Tools, voilà, il y a ce petit bouton là hein, de settings qui vous montre vos MCP serveurs, donc notre Log Analyzer MCP server qui fournit ces trois tools. Euh, Voilà. L'autre Easy Connect MCP Server, je vous montre très très rapidement. Euh, Là, le but, c'était autre chose, c'est que dans le driver JDBC, on a des API pour générer des URL à partir à partir de données euh, comme par exemple le hostname. Donc, je dis generate Oracle JDBC 10 URL avec ce host-là, ce port-là, ce service-là. Ça a utilisé mon MCP Generate Simple Connection avec une réponse. Et cette réponse, elle est là. Et après, je lui dis, mais je voudrais utiliser TCPS. Et là, il me répond une autre.
Il me donne une autre URL, cette fois qui utilise TCPS. Et je lui dis, donne-moi toutes les connection properties qui permettent de contrôler des timeouts. Et là où, à nouveau, je trouve que le LLM de Claude est assez incroyable, c'est qu'il est capable de grouper les timeouts qui sont qui sont, comment dirais-je, de les grouper en leur domaine, quoi. Donc là, on a des timelines qui sont liés à l'établissement de la connexion, d'autres liés à des opérations de query, d'autres liés à des choses réseau. Je vous montre peut-être très rapidement le code, parce que là, j'ai utilisé autre chose, j'ai utilisé euh, le SDK. Alors, quand on veut utiliser le SDK, c'est un petit peu plus compliqué. Où est-ce qu'il est, mon projet? Euh, Ah, je ne trouve pas. Non, je trouve pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sur le VPN, donc ça va pas le faire. Bon, je peux pas vous montrer le code, mais j'ai utilisé le SDK et le SDK, c'est un petit peu plus compliqué que quand on utilise Spring. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Il me reste 3 minutes. Euh, je vais regarder les questions. Alors, il y a une question. Est-ce que ce plugin Database Navigator est-ce qu'il est 100% gratuit? Oui, il est 100% gratuit. Bonjour, dans quelle mesure le plugin Select AI sécurise les données de la base? Alors, il sécurise les données de la base parce que vous avez la main sur les tables que vous voulez ouvrir à votre LLM. Donc, s'il y a des tables confidentielles, ces tables-là, il ne faut pas les ouvrir au LLM. En revanche, les tables qui contiennent pas forcément D'abord, il y a une chose que je dois dire, c'est qu'on peut dire que si on veut donner simplement l'accès au schéma ou aux données ou les deux. Voilà, donc, vous avez le contrôle.